Hervé, à titre personnel, dans votre carrière de journaliste, est-ce que vous avez pu constater, est-ce que vous avez des anecdotes sur l'influence négative d'entourage de joueurs? Ah oui, bien sûr. Ben, moi, en plus, je fais beaucoup le foot africain, évidemment. Que quand un joueur vient ici et puis gagne beaucoup d'argent, ben, il a une pression sociale qui est énorme. Hein. C'est-à-dire parce qu'il est... Enfin, d'une certaine manière, il ne fait pas son sport pour lui, il fait son sport pour beaucoup de gens. Pour la famille, et ça aide. Une fois, Rigobert Song m'avait dit, tu sais, moi je suis Song Banag, il avait 2 noms, il dit, c'est beaucoup de monde, ça veut tout dire. C'est-à-dire c'est pour ça que souvent on explique, on dit, mais pourquoi tel joueur, il part en Arabie Saoudite alors qu'il pourrait gagner? Mais à un moment, il ne joue pas pour lui, hein, il joue pour tout le monde. Hein, quand vous pouvez aider tellement de gens, des responsabilités pour les autres. Mais vous prenez l'histoire, par exemple, Adebayor, qui expliquait que sa maman, la sœur, il avait aussi le problème avec le frère, via... Non, mais je me souviens de ce témoignage hyper poignant. C'était poignant, c'était terrible de sa part. C'est-à-dire qu'il expliquait en fait qu'à un moment, il était obligé de chasser sa maman, chasser sa sœur, parce qu'il y avait des histoires de croyances qui faisaient qu'elle elle essayait de récupérer un peu l'argent qu'il pouvait avoir à droite. Même son père, à un moment, qui avait écrit au Real Madrid pour essayer de récupérer, en lui disant qu'il fallait surtout pas garder le joueur au club. Enfin, plein d'histoires comme ça. Emmanuel Eboué, par exemple, qui lui avait perdu beaucoup d'argent parce que par des croyances qu'on peut avoir, lui étant très religieux, un pasteur qui s'était occupé de l'affaire. Et quand vous avez des pasteurs autour de vous, il faut parfois faire attention parce qu'ils sont là pour vous aider, puis aussi pour vous prendre un peu ce que vous avez dans les poches. Donc il se passe plein de choses parce que c'est des entourages. Vous avez besoin d'être mis en confiance. Et il y a des gens qui savent très bien vous mettre en confiance. Et une fois que vous êtes là-dedans, après, l'argent peut partir très vite. On a ces dernières années assisté à de nombreux procès avec des footballeurs... soit victime, soit sur le banc des accusés. L'histoire Valbuena, pour la sextape avec Karim Benzema. Pour la rappeler, ça part d'une mauvaise action d'un des proches, d'un entourage, le fameux entourage, ce mot fourre-tout, de Valbuena, qui peine à... transférer des données d'un téléphone à un autre téléphone. Faire une migration. Une migration, pour employer le terme adéquat, cher à Fred Verdier. Ça part de là. On a aussi beaucoup écrit sur ce qui s'est passé au sein du Paris Saint-Germain section féminine. Une histoire également d'entourage sombre et obscure. Donc c'est très... peinant et handicapant pour les joueurs. Je pense que eux, s'ils étaient mieux éduqués par les clubs, pourraient peut-être parvenir à faire peut-être le ménage. Et aussi les clubs, on parlait tout à l'heure de la loi, les clubs aujourd'hui laissent rentrer dans l'enceinte des stades et dans leurs bureaux n'importe qui. Des gens qui ne sont pas agents, qui n'ont pas de licence FFF, qui ne sont pas avocats. Ce qu'on appelle aujourd'hui les fameux intermédiaires, qu'on retrouve aussi régulièrement en justice. Récemment, à Bobigny, dans l'affaire des transferts d'Angers, il y a ce genre de personnes étaient présentes. Et ce qui devient très dangereux pour des joueurs, par exemple, c'est quand eux-mêmes ont peur. Parce qu'à un moment, vous avez la pression de certaines personnes. Ils vont dire, attendez, moi j'ai été dans un de tes transferts, ne m'oublie pas. Et eux ne m'oublient pas, parfois, les 3 petits points de suspension, ils ne sont pas faciles à gérer. Là, c'est typiquement ce qu'on va voir, ce que vous allez découvrir, chers téléspectateurs et téléspectatrices, dans le documentaire Demain de Sébastien Tarago, à quel point l'entourage, pour des sommes d'argent, peut mettre la pression. Dans quelques instants, on accueillera Timothée Pinon, qui avait signé une super banquette dans France Football sur N'Golo Kanté. Une histoire là aussi sordide et dramatique. Je profite de votre présence, Eric, vous êtes évidemment un ancien joueur. Comment, quand on est joueur de haut niveau, qu'on gagne très bien sa vie... Celui qui a fait la faute sur Ravanelli, quoi. Oh là là je là ne vais là. même pas noter Et on vous en parle souvent, cette histoire de Ravanelli, ou pas? J'ai oublié. Rarement. Très, très rarement, que une fois par an. Mais sur l'entourage, à quel point, pour peut-être ceux qui nous regardent, qui ne connaissent pas bien les arcanes du monde de foot, à quel point ça peut être difficile? Ça peut être difficile. Moi, j'ai vécu une histoire avec un agent qui m'a pas protégé d'une situation assez difficile quand je suis parti à l'AEK Athènes où je pars à l'étranger, je me blesse, le président du coup veut renégocier mon contrat. Je trouve un moyen de partir en France pour aller me soigner. Finalement, ça suffit pas, ça va pas assez vite pour revenir sur le terrain. Du coup, il organise une réunion du club pour me suspendre 6 mois de salaire. Au bout de voilà, donc je me retrouve à ne plus pouvoir jouer les matchs
et donc à faire que les entraînements jusqu'à la partie hivernale. Et après ça, j'ai plus le droit de jouer et de m'entraîner. Ouais. Donc là, je viens tous les matins pour signer un papier de présence et rentrer chez moi. Donc là, on est sur entre harcèlement et donc une situation assez difficile où là, l'agent qui m'a amené là-bas, qui s'appelait Milan Kalassan, qui m'a amené là-bas, qui était censé intervenir pour m'aider à sortir de cette situation. Je ne dis pas qu'il avait une responsabilité ou quoi que ce soit. Non, mais il était là pour vous aider au moins. Voilà, quand même moralement, et il était là pour m'aider et tout ça. Et en fait, il était dans le sens du club en disant voilà, non, faut que tu te remettes au boulot. Et il était complètement contre moi en plus. C'est ce qui était une aberration complète. Et du coup, ça a été très difficile. Le président en question est quand même venu 2 fois chez moi pour changer les serrures et me faire partir pour m'obliger à. Donc c'est un cas. Ça n'a rien à voir avec l'argent, mais c'est quand même un cas de pression encore où tu as besoin du soutien de la personne qui t'entoure. Et c'est là où on parle d'entourage. C'est des pays aussi où il y a des pratiques qui sont différentes. Là, on parle de la Grèce, qui se passe chez nous, je veux dire. C'est des pays où on va vous suspendre, où on va vous mettre 1 mois d'amende ou 2 mois d'amende. Pour rien du tout. Moi, c'est arrivé avec Aboubacar une fois quand il jouait en Turquie. Il a pris 2 fois un carton rouge et à chaque fois, ils lui ont suspendu 1 mois de salaire de façon totalement arbitraire. Donc après, il y a moyen de réclamer à la fédération. Ça s'améliore un peu là quand même. Oui, non, mais c'est des pratiques malheureusement où ça. Moi, je voudrais bien entendre Bruno sur l'attitude des clubs. Oui, mais par rapport à ça, juste avant de parler de l'attitude des clubs, on entend et on voit à travers toutes les affaires comment on fait, Bruno, pour lutter contre ça. Le cas des intermédiaires. Le cas des entourages. Non, mais comment on peut stopper ça? Enfin, il y a une terminologie exacte en France, ça s'appelle l'agent sportif. Donc quand on est représenté en France, on doit être représenté par un agent sportif. Point. Il n'y a pas d'intermédiaire sur le territoire français, il n'y en a pas. On entend beaucoup ces termes-là quand même, Bruno. Non, mais je parle de la France déjà parce que le phénomène, il est principalement franco-français. Il faut le savoir. Toute cette mouvance-là, ce monde-là autour des joueurs, c'est principalement en France. Un peu en Belgique et un peu en Hollande. Quand vous dites cette mouvance, précisez. Tous ces espèces d'entourage diffus, ces gens qui sont autour du truc, ces gens qui veulent bouffer sur la bête. Quoi. Voilà, on appelle ça croquer. Voilà, non mais, donc malheureusement, les clubs ont une responsabilité aussi, parce que comme on le disait tout à l'heure, souvent, ils ne parviennent pas, ou ils n'ont pas la volonté, ou ils n'ont pas le courage. Donc vous êtes d'accord avec Guillaume sur le fait qu'ils n'en font pas assez ? Non, mais bien sûr, il n'en faut pas assez. On a suggéré à maintes reprises de dire c'est déjà une première chose en termes pédagogiques. Quand vous recevez les parents, quand ils arrivent pour que leur gamin s'engage au centre, il faut leur montrer au club la liste des gens qui sont habilités par la Fédération française et de leur expliquer, vous avez tout à fait, et c'est légitime, le droit d'être représenté, puisque vous ne connaissez pas le milieu, mais par contre, nous ne discuterons qu'avec quelqu'un dont le nom figure sur le mur. C'est pas difficile, pas un club ne le fait. Pour les pros, c'est la même chose. Donc, il y a aussi, à ce niveau-là, de l'instruction, de la pédagogie à faire. Et donc, il faut que ça passe par les parents au début. Des clubs ont voulu, je me souviens de la volonté de Ponceau, à Lyon, d'agir uniquement, de travailler uniquement avec des gens licenciés, des agents licenciés FFF ou des avocats. Mais à un moment donné, quand vous avez une pépite, le futur Messi, qui lui arrive avec un intermédiaire, un ancien entraîneur, proche de la famille, et qui dit moi je discute, il n'y a que lui qui discute avec ce monsieur-là, sinon je m'en vais. Est-ce que quand tu es un club comme Lyon ou autre, tu prends le risque de perdre un garçon qui peut potentiellement te rapporter des dizaines de millions d'euros? Ah là, on est plus sur des centaines en plus. Si on non, mais là, tu perds. Mais franchement, c'est la réalité. Non, la réalité, elle est un petit peu différente. Parce qu'en général, quand le gamin rentre au centre, à part exception, et peut-être Kylian Mbappé, par exemple, dont c'était un prédestiné, donc on pouvait imaginer. Il y avait le papa et l'avocate. Qu'il allait arriver à ce niveau-là. Mais souvent, c'est des joueurs qui rentrent au centre. Et c'est le moment où on s'aperçoit qu'ils sont vraiment bons et qu'on veut leur donner un premier contrat pro pour sécuriser au cas où, effectivement, le gamin explose, protéger les droits de transfert. Et donc ça vient des présidents, ça vient d'en haut. C'est les gens, c'est les présidents ou les directeurs généraux qui doivent donner des instructions au staff dans les centres pour être là-dessus. Je veux dire, il n'y a pas de discussion, c'est pas négociable. Avant de passer à l'affaire N'Golo Kanté avec Timothée Pinon, Hervé, je ne veux pas vous faire offense, vous êtes un journaliste d'expérience. Voilà, J'allais dire d'un certain âge, quelle erreur. Honnêtement, je posais la question tout à l'heure
Bertrand Roseau. Est-ce que selon vous, ça a tendance à s'aggraver ce phénomène où il y a 10 ans, 15 ans, c'était déjà très fréquent? Ah non, ça s'aggrave. Ça s'aggrave nettement. Ah oui, c'est beaucoup plus important encore aujourd'hui. Alors moi, quand j'ai débuté ma carrière, c'est-à-dire il y a 5-6 ans, non mais à mes débuts... Vous avez débuté en quelle année? Non mais vraiment. J'ai débuté en 91, au 92 véritablement avec ma carte de presse. D'accord. Voilà. Ouais, donc ça commence à faire un paquet d'années. Oui, ça fait un paquet d'années. Et il y avait, non mais on ne peut pas dire qu'il n'y avait personne autour des joueurs, c'est faux. Déjà, l'histoire des agents, c'est relativement récent. Enfin, les années 80, on va dire, les années 80, début des années 90, après ça commence à monter. Aujourd'hui, des agents, on a l'impression qu'il y en a des centaines partout. Des gens qui n'ont pas de licence, hein, pas nécessairement. Donc alors des intermédiaires. Faut pas fameuses. Oui, non, mais c'est pas ça. Je veux dire, c'est que mais ils estiment que c'est pas la même. T'étais protégé par un contrat, tu pouvais pas te barrer du club comme tu voulais. Non, mais c'est pour ça que la mentalité des joueurs était différente. C'est pour répondre à ces trucs. Oui, mais c'est pour répondre à la question. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec ce que c'est devenu aujourd'hui. Puis aujourd'hui, les clubs, vous aviez encore dans les années 80 des joueurs qui voulaient rester dans des clubs. Bon, aujourd'hui, c'est fini. 1 an, 2 ans, 3 ans, dès qu'on est un peu meilleur, on va, sauf si vous êtes au Real Madrid, à Manchester City, etc. Donc tout ça fait qu'à un moment, Hervé, tu l'as dit ça entretient. Dès qu'il y a transfert, il y a de l'argent. Il y a surtout de plus en plus d'argent et aujourd'hui, un joueur moyen de Ligue 1 peut toucher entre 80 et 90 000 euros. Donc, mais c'est pour ça que depuis tout à l'heure, vous faites le débat. Mais le vrai problème, c'est l'argent. Je suis dans le rugby, il n'y a pas tout ça. Parce que, évidemment, un joueur de top 14 peut toucher 3 000 euros. Et le monde, donc, il n'y a pas tous ces intermédiaires. Par rapport à ça, parce que depuis tout à l'heure, vous parlez de tout le monde, mais moi, il y a une entité qu'on n'a pas encore citée. Qu'est-ce que fait la FIFA par rapport à tout ça, pour le monde des transferts? Parce que l'inflation et le fait que ça soit jamais contrôlé, cette notion d'argent dans le foot, et que ça ne cesse d'augmenter constamment, qui va réguler tout ça? La FIFA a dérégulé en 2015, donc il y avait quelque chose en place. Donc, parce qu'ils n'aimaient pas le fait que on appelle les agents FIFA. Les gens s'auto-proclamaient agents FIFA. Et agent, c'est sale, FIFA, c'est propre. Donc, ça les a dérangés. Et puis, ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait une connerie monumentale. Et donc, quelques années après, ils ont voulu re-réguler, mais sans consulter, arbitrairement, en faisant n'importe quoi, ne tenant pas compte des législations domestiques. Donc, ils ont fait un règlement sans queue ni tête et qui a été donc ils sont en partie responsables quand même, Bruno, de tout absolument. Ça. Mais ils n'écoutent pas, parce que M. Infantino, c'est tout. Ils n'ont pas du tout envie de s'en occuper, surtout. Non, mais ils délèguent aux... S'ils veulent s'en occuper maintenant. Ils disent, en tout cas, qu'ils veulent s'en occuper parce que de toute façon, tout ce qui est mal dans le football, c'est les agents. C'est les agents qui prennent trop d'argent, qui enlèvent aux petits clubs, qui empêchent de payer les indemnités de formation ou de solidarité, enfin des conneries énormes comme ça. Ils sortent des trucs, mais des énormités. Donc ils disent qu'ils ont la volonté, mais ils s'y prennent pas de la bonne manière parce qu'ils n'écoutent pas. Ils ne savent pas comment ça se passe, comment ça fonctionne. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui n'écoutent pas quand même dans le monde du football. Oui, c'est vrai. Et puis il ne faut pas oublier, le monde du football s'est élargi. Aujourd'hui, c'est plus du tout pareil. Vous avez l'Arabie Saoudite, vous avez tous ces pays. Avant, personne n'y allait. Quand dans les années 90, quand l'arrêt Bosman arrive, déjà, il y a eu beaucoup plus de mouvements. Les mouvements ont explosé. Mais là, non seulement les mouvements ont explosé en Europe, mais les mouvements ont explosé dans le monde. Sans aucune régulation. En Chine, et donc c'est bien de plus en plus compliqué. On a beaucoup parlé effectivement de l'affaire Pogba. Paul Pogba, liaison toxique, c'est demain 21h05 sur la chaîne L'Équipe. Documentaire signé Jules Bianrossa et Sébastien Tarago. C'est disponible dès maintenant sur L'Équipe Explore pour les abonnés L'Équipe Premium. Il y a du nouveau, Adrien, dans l'affaire Pogba. Oui, c'est une information de Sébastien Tarago qui l'a tweeté cet après-midi, le réalisateur donc, du documentaire. Le procureur de la République a rendu ses réquisitions dans l'affaire de la tentative de racket subie par Paul Pogba. Si les réquisitions que le procureur fait sont suivies, le procès des 6 personnes mises en examen, dont Mathias Pogba, le frère, aura lieu devant le tribunal correctionnel et non pas aux assises. Les délits auxquels ils devront répondre sont punis d'au moins 5 années d'emprisonnement. Merci beaucoup, Adrien. Et si je peux ajouter, Giovanni, c'est un reportage exceptionnel. Bien sûr. Ça fait peur, ça fait très peur. Je pense, mais c'est surtout très triste pour quelqu'un qui nous a fait rêver, un joueur extraordinaire, un mec super positif, enthousiaste, sympa. C'est incroyable de voir. Non mais vraiment, Bruno, vous avez raison d'insister. C'est bon parce que c'est chez nous, mais c'est vraiment un documentaire exceptionnel à ne manquer sous aucun prétexte. On va parler d'une autre affaire. Là aussi, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, c'est N'Golo Kanté. Il est présent dans la liste de Didier Deschamps pour l'Euro 2024. Il joue aujourd'hui en Arabie Saoudite. On va accueillir Timothée Pinon qui avait signé une magnifique enquête sur France Football intitulée Qui veut du mal à N'Golo Kanté. C'était à l'époque où il était à Chelsea. Oui, bravo, on peut l'applaudir parce que c'est vraiment un travail.
D'ailleurs, c'était son meilleur papier. Ouais. Bravo. Là, vous dites pas c'était le seul. C'est deux papiers. L'autre fois, c'est un écho. Il a eu ça, un écho. Non, mais là, on rigole, mais là, encore une fois, on est dans une affaire, et je pèse pas mes mots, c'est sordide, c'est glauque. Pour ceux qui n'ont pas suivi ce qui est arrivé à N'Golo Kanté et qui ont fait l'erreur de ne pas lire votre enquête, en quelques mots, comment vous résumez l'affaire N'Golo Kanté ? Le mot qui me vient spontanément, c'est la tristesse. C'est ce que vous disiez, messieurs, parce que c'est une histoire qui est assez triste. Et c'est aussi l'histoire d'un garçon qui a explosé sur le tard, à l'inverse de Paul Pogba, qui était coté très vite, très haut. N'Golo Kanté, il a dû prendre son temps. Et au départ de l'histoire, on se rend compte qu'il n'y a pas grand monde autour de lui. Peu d'intermédiaires, pas d'agents officiels. Et puis, il signe à Boulogne. C'est un peu l'essai de la dernière chance. Ça marche très bien pour lui. Il va à Caen, en Ligue 2, et là, en Ligue 2, c'est là que tout le monde arrive un peu autour de lui, parce qu'il devient un peu, malgré lui, la poule aux œufs d'or. Et là, on se rend compte qu'il y a une grosse dizaine d'intermédiaires autour de lui, pour le coup. Quelques agents officiels. Et puis après, il y a le départ à Leicester avec l'argent de la Première Ligue. Et là, ça se tend encore davantage. Mais la question principale à chaque fois, c'est, et c'est ce que nous disaient nos différents témoins, c'est qui a son argent et qui ne l'a pas. Donc à un moment donné, vous avez des gens qui se sentent floués un peu parce qu'ils n'ont pas touché le billet qu'ils espéraient toucher. Et là, forcément, on commence à mettre des coups de pression aux joueurs. Et on arrive jusqu'à cette scène que tout le monde a lue et qu'on a racontée dans le papier, qui est tout simplement un braquage. On pose une arme à feu sur le genou de N'Golo Kanté, avec la symbolique aussi peut-être que ça induit. La symbolique on peut ruiner ta carrière, voilà. Effectivement. Et c'est de dire en creux, soit tu changes d'agent et tu viens avec nous, soit ton agent, pour parler très crûment, on va s'en occuper, quoi. Alors moi, il faudrait Allez-y, juste Guillaume. qu'on fasse attention quand on parle d'agents. Ce ne sont pas des agents. Oui, c'est des Agents, encore intermédiaires. une fois, tu vois, Timothée. Non, mais c'est juste. Bruno fait partie du syndicat des agents français. Et il y a un vrai problème chez nous aussi, journalistes, de terminologie. Ces gens-là, on ne devrait pas les appeler des agents. Alors, intermédiaires, conseillers, occultes, mais. Et d'ailleurs, faux agents ou imposteurs. non mais d'ailleurs, il y a une confusion. Ouais, Vraiment oui, mais- une confusion. Mais après, ton enquête avait été vraiment exceptionnelle. De précision importante. Et l'histoire de l'arme, ça me rappelle 4 ans ou 5 ans après ce qu'a vécu Paul Pogba dans cet appartement à Torcy, où je crois que c'est une calache qui est pointée sur sa tempe, un truc comme ça, non? Ouais, ça Bon, fait, voilà. ça fait écho. C'est quand même lunaire, c'est des gamins, enfin c'est encore des gamins, c'est des sportifs de haut niveau. Je trouve que N'Golo Kanté de plus c'est un miraculé, parce que je pense qu'il allait jamais se sortir de cette affaire. C'est déjà un Et là miracle de le qu'il soit en voir équipe de aujourd'hui France. à l'Euro, c'est Bah oui. C'est un miracle. C'est une bénédiction même. On a Par rapport posé à la cote ce qui représente, c'est un joueur extraordinaire avec un comportement exemplaire en toutes circonstances. Donc c'est un exemple. On est content de le voir. Et on ne peut pas imaginer ce qu'il y avait dans l'arrière-boutique. quoi. Ouais, c'est terrible. À quel point, parce qu'on a posé la question à Sébastien Tarago lorsqu'il était venu, forcément enquêter sur des affaires comme ça. Quand on est journaliste, c'est extrêmement compliqué. À quel point vous, Timothée, ça a été difficile de travailler sur le dossier Kanté? Ça n'a pas été très difficile au niveau des pressions. En tout cas, on n'en a pas subi au cours de l'enquête. Ce qui a été plus difficile, c'était de reprendre le fil de l'histoire, parce que c'était une histoire qui avait débuté au tournant 2015-2016, au moment où N'Golo Kanté joue l'Euro, explose et part en Angleterre. Le plus dur, c'était de recontacter tous les interlocuteurs, parce que, comme je vous le disais, il y avait une grosse dizaine d'intermédiaires. À un moment, il était représenté par 11 personnes, c'est ça? Pas représenté Mais qui gravitaient autour. C'est ce que disait Guillaume. Après, le problème aussi en Angleterre, c'est que c'est encore plus simple qu'en France de s'enregistrer. Et là, je parle sous le contrôle de Bruno, mais en tant qu'intermédiaire. Donc forcément, les gens qui gravitaient un peu autour de lui se sont vite dit, en Angleterre, c'est encore plus facile, et ben on va devenir intermédiaire en Angleterre. Et puis, il y avait une histoire aussi avec N'Golo, c'est que au moment où il passe de Leicester à Chelsea, sa clause libératoire, elle est juste à 35 millions, alors qu'à l'époque, il en vaut probablement le double. Un joueur à ce tarif-là, de ce calibre-là, c'est donné. Et là, il y a une histoire évidemment de commission, de qui va toucher quoi. Et à ce moment-là, certains se sentent lésés. Et c'est au moment de la prolongation à Chelsea où tout le monde va essayer de refaire ses comptes, lunaire. en fait. Ouais, c'est lunaire. Par rapport à... de plus, le conseiller en images, le conseiller en trucs. Ah, mais honnêtement, c'est absolument sordide cette affaire. Elle est encore disponible, hein, bien sûr, sur le site L'Équipe, cette enquête France Football. Ouais. Vous l'avez co-signée, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, bien sûr. Antoine. Je l'ai Avec co-signé avec Antoine Bourlon, mon collègue et ami. Mais c'est une Voilà, affaire... C'était pour le
magazine France Football et c'est disponible sur le site L'Équipe. Ouais. Est-ce que la justice, est-ce que je pense que tu suis encore le dossier, ou est-ce que je crois que la justice s'est penchée sérieusement à un moment sur le dossier, où ça en est? Ouais. Où s'en est précisément, je pense que personne ne sait trop parce qu'il y a plusieurs affaires dans l'affaire. Il y a effectivement l'affaire à laquelle tu faisais allusion sur les droits à l'image. Parce qu'en plus de ça, il y avait cette histoire des droits à l'image. Donc tout s'est un peu enchaîné et N'Golo Kanté était prisonnier de tout ça malgré lui. Et puis après, c'est quelqu'un qui aime tellement peu la lumière qu'à un moment donné... Vous avez réussi à le contacter d'ailleurs? Ouais, on l'a contacté, mais alors lui, c'était un peu de dire en ce moment, c'est en train de se tasser, pourvu que ça continue comme ça et pourvu que je puisse continuer à jouer, tout simplement. Donc lui, c'est ce qu'il nous avait un peu laissé entendre. Il disait ça va bien, je suis en train de reprendre parce que c'était au moment où il était blessé longtemps avec Chelsea. Et c'était le point de départ de l'enquête aussi, c'était de dire à quel point tout ça peut jouer sur ses performances et sur sa santé physique. Pogba, Kanté. Ouais. Et lui, je pense que le départ... Pogba, Kanté, c'est quand même les deux milieux avec lesquels l'équipe de France a été champion du monde. Deux gamins qui ont subi des pressions énormes au quotidien et dans leur vie de sportif de haut niveau. Kanté, je pense qu'il s'est libéré de tout ça, peut-être en s'éloignant de Paris, de Londres, en allant en Arabie Saoudite. Eric, allez-y, vous aviez une question. C'est difficile de le toucher, de l'embêter. Par rapport à ça, justement, parce qu'on parlait de lui au Real, on parlait de lui à Paris. J'imagine que tout ça, c'était réel, parce qu'avec la qualité de Kanté, il avait de quoi aller dans ces grands clubs. Mais est-ce que ça a empêché justement ces transferts? Pour le coup, sur le côté PSG, probablement, parce que ce qu'on nous a souvent répété au fil des différents coups de téléphone, c'était lui, il veut pas revenir à Paris, en fait, tout simplement, parce que là, il revenait directement dans l'environnement. Voilà, c'est ça. L'endroit où il était le plus tranquille et où ça se passait à peu près bien, c'était Londres, en fait. C'est dramatique de dire ça. Par rapport à N'Golo Kanté et cette affaire, vous avez dit que vous l'avez croisé, il ne voulait pas mettre en lumière. Quand vous meniez votre enquête, quand on commence une enquête comme ça, on cible quoi? On cible la famille, on cible les intermédiaires. Comment on arrive à mener une enquête aussi large? Ouais. La priorité, c'est d'essayer de comprendre le paysage global. Donc évidemment, ça passe par un tas de coups de fil, ça passe par les premiers éducateurs qui l'ont côtoyé quand tout se passait bien, ça passe par les premiers copains aussi et ceux qui ont été là pour lui avant que tout ça arrive, et notamment sur l'époque Boulogne où en fait là-bas personne ne se soucie trop de son cas. Il y a un copain à lui qui l'a un peu recueilli, hébergé même, parce qu'à l'époque, il ne gagnait pas beaucoup d'argent. Donc voilà, ça passe par ça d'abord. Et puis après, de fil en aiguille, les contacts nous viennent, nous reviennent. Et ouais, beaucoup de coups de téléphone. Et pour, in fine, essayer de contacter les principaux intéressés, en fait. Eric, je vous vois lever le doigt. Ouais, non, mais c'est terrible parce qu'en fait, quand on voit la gentillesse du gars, de son entourage direct, j'ai envie de dire sa mère et tout ce qui est vraiment proche, les vrais proches, ça prend encore plus d'impact par rapport à tout ça. C'est pour ça qu'on imagine la facilité d'avoir 11 mecs qui sont là pour te mettre la pression, parce qu'il est tellement gentil que lui, peut-être naïvement, il a été obligé d'accepter. Et puis derrière, ça emmène tout ça, l'engrenage, quoi. Par rapport à votre enquête, Timothée, il y a des gens qui lui voulaient du mal à N'Golo Kanté. Je suppose qu'il y a des gens qui étaient de son côté. Qui lui voulaient de l'argent, surtout. Oui. Enfin, quand on arrive avec avec un flingue, pardon, le mal, il est quand même très, très présent. Est-ce qu'il n'y a pas une partie de son entourage, peut-être positive, qui s'en veut un peu de ne pas l'avoir assez aidé? Vous avez ressenti ça dans votre enquête? Ils avaient ce pouvoir, surtout. Je pense qu'ils ont plus ou moins la même personnalité que lui. Alors, le but, c'était surtout d'éviter les conflits. Ouais, il ne voulait pas de lumière, en fait. Ouais, et après, quand vous parlez aux différents protagonistes, tous se donnent presque le bon rôle. Ils vont dire non mais moi je suis celui qui le protège au milieu de tout ça. Donc c'est aussi ça qui donnait un drôle de goût à l'affaire et c'était au départ assez difficile en fait de démêler le vrai du faux tout simplement. Ouais. Et j'ai posé cette question, Fred, à Sébastien Tarago, qui a réalisé ce documentaire sur Paul Pogba. C'est vrai que ça apporte un éclairage aussi différent sur les footballeurs. On imagine toujours qu'ils ont la belle vie, parce qu'ils ont de l'argent, parce que tout est facile. Est-ce que ce qui s'est passé avec N'Golo Kanté, ce qu'on va découvrir demain dans le documentaire de Sébastien, vous pensez que ça peut aussi redorer, donner un peu plus de respect parfois pour Paul Pogba, pour N'Golo Kanté, qui sont des gens, on dit, bon, bah, c'est facile, ils gagnent de l'argent, ils sont footballeurs. Oui, non, mais il n'est pas du tout. C'est pas si facile que ça. Et les pièges sont innombrables et c'est le monde du sport. Les exemples sont nombreux aussi dans d'autres sports. À partir du moment où il n'y a pas d'amateurisme, où il n'y a pas de petits salaires, dès qu'il y a de l'argent qui arrive, de toute façon, quel que soit le sport, vous pouvez être champion olympique de tir à l'arc, si vous avez une bonification de 200 000 € par exemple, ou une prime pour la médaille d'or,
vous allez avoir des parasites qui vont commencer à arriver. Vous allez avoir un copain d'enfance qui va dire je peux être ton chauffeur si tu veux. Au début, je te prends rien, et puis finalement, je demande 5 000 par mois. C'est le loto. Vous pouvez avoir des journalistes ou des plumitifs quelconques qui vont dire moi, si tu veux, si tu veux être sélectionné pour telle compétition, si tu veux, je te fais des bons papiers ou des bons résumés pendant toute la saison. T'as une drôle de perception du journaliste là quand même. Non, mais n'oublie pas que t'es journaliste toi-même. Préservé. Non, mais c'est la patte du gain Fred- facile et c'est un problème de société aussi. mais c'est le Les influenceurs. Fred, vous parliez. c'est pareil. Oui, bien sûr, c'est le loto. Vous parliez d'autres sports. Vous êtes spécialiste tennis et effectivement, c'est un monde que vous connaissez. Vous avez des exemples en tête peut-être de joueurs de tennis à Je qui comprends c'est mieux arrivé pour ces analyses dans le foot. Ah non, ça on peut pas dire ça. Ah bon. C'est marrant. Tout de suite, là. La condescendance des journalistes Oui, de oui. foot. Surtout quand ils ont des pulls colorés. Faut Non, mais- voir Bariolé. Non mais Fred, dans le tennis, c'est quelque chose qui est fréquent, qui arrive, les pressions comme ça. On sait qu'il y a beaucoup d'histoires de Les pressions paris. pour les paris, bien Ouais. sûr. Ouais. Parce que en tennis, le problème, c'est que sur n'importe quel niveau de tournoi, n'importe quel moment de match, vous pouvez parier que Il y a une lui va décision perdre son directe. service alors Il y a une qu'il mène décision 5-1, directe, ouais, c'est ça. ou je pense qu'il mène 4-2, il va quand même gagner le set. Ce tournoi Challenger ou ce tournoi futur, la 3e division du tennis, ou encore plus bas, voilà, donc le joueur est approché directement. Il se fait, pour le coup, il se fait vraiment influencer et même presser directement, menacé parfois. Donc voilà. Et les joueurs sont vous tombés. gagnez. Et parfois, j'ai des exemples de joueurs qui ont dit le fait que je gagne le match, ben, je gagnais beaucoup moins d'argent que si je le perdais pour un pari qui n'est même pas forcément un pari colossal. Eric, pour conclure. J'ai une petite anecdote par rapport à ça. Moi, quand j'ai fini ma carrière, j'étais en Belgique et il y a une histoire d'un Chinois qui vient et qui fait des paris en Chine et qui proposait de l'argent aux joueurs. On a essayé de me proposer de l'argent justement pour perdre un match. C'était en quelle année? C'était en. C'est là quand tu as construit ta véranda. 2007. Non Absolument. C'est d'ailleurs pour ça que. Ce qui est important, Giovanni, pas non, faire ça. juste pour conclure. Non, ce qui est important et ce qui est grave aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on parle de 2 superstars du foot avec N'Golo Kanté et Pogba. Il faut savoir que ces phénomènes de raquettes sont devenus monnaie courante sur nombre de footballeurs. Donc il faut terrifiant. prendre conscience de ça. Tout le monde est Aujourd'hui, ça intéresse les médias parce que c'est Pogba et N'Golo Kanté. Il faut savoir qu'il y a un grand nombre, et il y en a beaucoup qui n'osent pas parler parce qu'effectivement, ils ont peur ou leur entourage peut être menacé. Il y a 40 ans, il n'y avait pas ce racket, mais il y a des sportifs de haut niveau. Il y a Bruno Bellone qui a une histoire Arnaque. dramatique. Giresse. L'entourage, Giresse, qui ont été ruinés par un ami de la famille, un Plus nom. par des gestionnaires de patrimoine Oui, mais à l'époque. Allez, l'histoire pour fait partie conclure, Hervé. de ce fameux entourage. Carole Merle dans le ski aussi. L'histoire d'Eric est très intéressante, effectivement, merci, parce qu'en monsieur. Belgique, ça a été un grand fléau. Oui, bien c'est un sûr. entraîneur d'ailleurs belge qui avait été pris la main dans le sac, mais lui avait expliqué pour sa défense. Il y a une grande enquête sur l'histoire. Qui a entraîné après le Burkina Faso, qui était allé en finale d'ailleurs de la CAN en 2013. Et lui, ce qui s'était passé, et à sa défense, alors qu'il avait été complètement mis de côté en Belgique, c'est de dire qu'un jour, il a reçu aussi une enveloppe avec des cheveux. On avait dit, on sait que votre fille va à tel endroit. Donc, ça veut dire qu'à un moment, on lui disait en gros, ces matchs-là, vaudrait mieux les perdre. C'est Et terrible. c'était pour des paris. Merci beaucoup Timothée Pinon d'être venu en plateau avec nous. On rappelle que votre attend la enquête, suite, hein. là aussi, est disponible sur l'équipe.fr. C'est Qui veut du mal à N'Golo Kanté. Demain, diffusion exclusive de ce documentaire Paul Pogba liaison toxique réalisé par Jules Bianrossa et Sébastien Tarago. C'est disponible dès maintenant sur l'équipe Explore et c'est terrifiant, saisissant. C'est à regarder.